Salut à tous les amis, c'est Rami, on se retrouve ce soir en ce samedi soir, nuit de samedi 5 novembre au dimanche 6 pour le résumé de WWE Crown Jewel depuis Riyad en Arabie Saoudite. Le show a commencé à 17 h aujourd'hui, il a duré à peu près 3h30, 4 h, j'ai pas fait gaffe absolument. Et pour être honnête, c'était plutôt un bon show, on va pas s'en plaindre, on a eu deux très bons matchs. Euh, j'ai pas été déçu particulièrement. Il y avait des matchs qui m'intéressaient pas, mais pour lesquels, pour être honnête, j'avais pas d'attente particulière et qui m'ont, pour ne pas dire surpris, au moins satisfait par leurs résultats. Donc le show commence. Je vais aussi m'aider du résumé de Catch News pour pouvoir faire le résumé en même temps que je commande ce qui se passe parce que j'ai pas pris de notes pendant le show, j'étais concentré. Donc je m'aide d'un site internet. Donc comme vous pouvez le voir, on a commencé par un match entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Alors personnellement, je pensais que Bobby Lashley allait gagner. Je ne savais pas de quelle manière il avait été pushé comme pas possible. Pour moi, ce match, c'était un match, pour une fois, un match est terminé. Et donc ce match, il s'est déroulé d'une telle sorte, ça a été très rapide, il n'a pas duré très longtemps. On a eu beaucoup d'agressivité dès le début du match. Là, on a pu voir Lesnar qui porte à F5, le combat qui continue pardon, à l'extérieur du ring. Et donc, on va arriver à un moment où Bobby Lashley va faire deux spears, je crois, à Brock Lesnar. Et là, regardez, sur la fin du match, il lui fait sa finition, la Hurt Lock. Lesnar est à deux doigts de taper. Bon, on savait très bien qu'il allait pas le faire, mais il était vraiment dans le mal, il avait du mal à s'en défaire. Et bah voilà, le finish qui est... alors moi je ne l'ai pas apprécié pour être honnête, mais Lesnar qui va dans les cordes et qui se retourne. Et Bobby Lashley, malgré le fait que Lesnar ne soit pas en train de lui porter une quelconque prise, il n'y avait pas de pression particulière affligée par Lesnar à Lashley. Et pourtant, Bobby Lashley n'a pas pu au moins soulever une épaule. Donc victoire de Brock Lesnar avec derrière Lashley donc qui était énervé et qui a fait la Hurtlock sur Lesnar pour le garder au sol. Et donc voilà, est-ce que ça signifie un heel turn de Bobby Lashley? Je ne sais pas. En tout cas, il était énervé et il a attaqué Lesnar après le match. Donc là, on a continué un segment backstage. On a eu Alexa Bliss et Asuka qui ont fait la promo de leur match pour le titre donc juste après face à Dakota Kai et Io Sky de Damage Control. Et donc le fait marquant pendant ce segment, enfin ce segment backstage, c'est que pendant que Bliss parlait, elle s'est faite couper par le logo de Bray Wyatt qu'il y a eu sur l'écran. Donc on peut imaginer qu'Alexa Bliss sera incorporée dans la Wyatt Six dans un futur proche. Pourquoi pas? De toute façon, c'est un rôle qui lui allait bien. Et comme on va pouvoir le voir, bah, la porte sera ouverte, on va dire, dans la mesure où elle ne sera plus championne. Donc voilà, je vous spoil un petit peu. Mais Asuka et Alexa Bliss ont donc perdu leur titre face à Dakota Kai et Io Sky. Le match était plutôt bon, même si j'ai beaucoup de mal avec l'offense d'Alexa Bliss. Je trouve très peu de ses moves crédibles. Je ne peux pas lui en vouloir dans la mesure où elle s'est donnée. Euh, donc le match, alors, comme j'ai pu le dire, il a été plutôt bon et il s'est terminé de la sorte. Donc là, je suis en train de lire, je cite. À la fin du combat, Kai bloque le Twisted Bliss avec ses genoux. En bas du ring, Asuka évite le moonsault de Sky et lui porte un coup de genou. A noter, en aparté, que le genou d'Asuka était une petite partie de l'histoire de ce match, puisqu'elle est arrivée avec une protection au genou et que vous pouvez voir qu'à certains moments, elle boitillait. Donc voilà, on a pu voir là Alexa Bliss qui a dû prendre le match à son compte. Elle a eu un hot tag, il me semble. Voilà, coup de genou dans les cordes. Elle fait, justement, c'était ce genre de mouvement que j'apprécie pas beaucoup. Quand elle fait des prises de gymnastique, ça m'a pas l'air particulièrement. Là, par contre, le sunset flip c'était exceptionnel, mais ça m'a pas l'air particulièrement efficace. Mais bon, là, on a eu une superbe prise avec les 4 catcheuses qui ont été impliquées dans les cordes. Donc, la pyramide de la souplesse, je sais plus exactement le nom qu'on lui donne. Et donc ça se termine avec Bliss qui fait un DDT sur Dakota Kai et qui monte sur le coin. Donc on imagine pour porter sa prise de finition, le Twisted Bliss.
Euh, et donc, dans le même temps, il y a Asuka Dakota Kai et Yoskai, pardon, qui étaient en train de distraire l'arbitre. Et donc voilà, elles ont distrait l'arbitre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nikki Cross est arrivé, a fait le neckbreaker à Alexa Bliss. Et donc Dakota Kai a fait le tombé sur Alexa Bliss. L'arbitre s'est retourné, a fait le compte de 3 et nouvelle championne. À noter que voilà, elles ont pris les titres pour les perdre juste après pour pouvoir dire qu'il y a eu un changement de titre en Arabie Saoudite. Et en plus, c'était un match de femmes, donc voilà, ça a arrangé un peu tout le monde. Je pense que ça doit faire, j'imagine, partie d'un contrat qu'a la WWE avec l'Arabie Saoudite, avec le prince. Il faut qu'il y ait un changement de titre parce que pour être honnête, il n'y avait strictement aucune raison de les faire perdre lundi pour les faire regagner donc cet après-midi. Enfin bon, on a pu voir juste avant le match entre le Steel Cage match entre j'ai eu un trou, excusez-moi. Le Steel Cage match entre Drew McIntyre et Karrion Kross, on a eu un petit segment sur le parking entre Byron Saxton et Logan Paul et son frère. Donc voilà, Logan Paul qui a dit qu'il allait porter son Lucky Punch, son coup de poing fatidique à Roman Reigns dans le main event et qu'il allait surprendre le champion et repartir avec les titres. Donc on y vient au Steel Cage match là entre Karrion Kross et Drew McIntyre qui est venu bien sûr, Karrion Kross accompagné de Scarlett Bordeaux. Le match était meilleur que leur match à Extreme Rules. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi non plus. Le match à Extreme Rules, c'était un match très lent. Celui-là, avait un rythme un peu plus soutenu. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils étaient confinés dans un ring et que donc, n'ayant pas la possibilité d'en sortir, le match devait être plus rapide. J'en sais rien. Parce que c'est vrai que les matchs de Karrion Kross, alors même s'il a un personnage exceptionnel et bah, il combat de manière très brutale, j'ai du mal parce que c'est très très lent. Voilà, c'est un catch avec lequel je ne me sens pas toujours le plus à l'aise. Même la dernière fois, je m'étais endormi devant le match, carrément, c'est pour dire. Mais bon, ça peut plaire à certains. Là, on peut voir que comment ils avaient. Karrion Kross a fait la souplesse. Enfin, après, je peux pas commenter toutes les prises. C'est tellement le résumé va vite. Il y a juste un petit point que je voulais dire. Scarlett qui donc a voulu déconcentrer McIntyre et qui a réussi. Et ça, j'ai pas trop compris dans la mesure où elle est à l'extérieur du ring, elle peut strictement rien faire. Donc Drew McIntyre a absolument aucune raison de s'arrêter de ce qu'il est en train de faire pour de se laisser déconcentrer par Scarlett et donc derrière de se prendre une prise ou un coup de la part de Karrion Kross. Mais bon, c'est vrai que les faces sont toujours à peu près des abrutis. À la WWE, ça ne change pas. Et donc là, on a vu Scarlett qui a vu que Drew McIntyre allait sortir par la porte. Elle a refermé la porte à clé. Et le problème, c'est que Karrion Kross étant au sol, Drew McIntyre est passé par-dessus la cage. Et ça, pour le coup, c'était une fin plutôt intelligente parce qu'elle pouvait permettre de conserver le momentum de Karrion Kross et de, comme dirait Fury, tout le monde reste fort. C'est-à-dire que c'est un peu de sa faute si Karrion Kross n'a pas pu sortir par la porte puisque c'est aussi elle qui l'a fermée à clé et que donc le temps qu'elle rouvre la porte, Drew McIntyre était déjà passé de l'autre côté. À la suite du match, donc, on a la réponse en backstage de Roman Reigns et de la Bloodline avec le Paul Heyman, donc interviewé par Byron Saxton. La Bloodline pardon, qui arrive en voiture et Byron Saxton qui pose une question fatidique à Roman Reigns qui lui demande qu'est-ce qu'il pense des propos de Logan Paul concernant le One Lucky Punch. Roman Reigns ne l'a même pas regardé, il est parti. Solo Sikoa, pareil, il lui a rendu son micro, il est parti. Et il est resté seul avec Paul Heyman qui a fait une promo pour se moquer avec beaucoup d'amusement dans la voix en disant One Lucky Punch, en faisant une voix très, très sarcastique, je cherchais le mot, et en faisant comprendre que le Roman Reigns étant le meilleur défenseur de l'histoire du catch, Logan Paul n'aurait même pas l'opportunité de porter son fameux coup de poing. On en vient à un match par équipe, comme vous pouvez le voir, le Six-Man Tag Team match entre le Judgment Day, Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio, accompagné bien sûr de Rhea Ripley qui intervient tout le temps depuis des semaines et qui
va devoir trouver, enfin, pour lequel les adversaires, donc The O.C., AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows, vont devoir trouver un équivalent de leur côté, puisque eh ben, elle est la cause de toutes leurs défaites et de toutes, toutes les fois où ils se font défoncer après les matchs. Le match n'était pas mauvais, hein. On a eu, oui, Rhea Ripley qui a été même impliquée en plein milieu du match. Alors elle avait porté une prise sur Karl Anderson, je crois. Et je crois même qu'on l'a passé. Ah voilà, c'était un match intéressant, sans plus. J'ai pas été, c'est moi aussi qui ne porte pas un intérêt phénoménal au match par équipe. Surtout à 3 j'ai du mal parce que ça met beaucoup de temps à se lancer. Mais il est vrai qu'on a eu le droit à deux trois prises vraiment, vraiment bonnes. Regardez, on a eu, ouais, comme à l'habitude, hein, les Heels qui ont commencé à travailler de leur côté du ring. Et on a eu des moments où, quand le face, là j'ai pensé à oui, à Karl Anderson, qui est allé donc faire un hot tag. Et voilà, là, Luke Gallows qui défonce tout le monde sur son passage. Là, je commence que je vois. Il défonce tout le monde sur son passage, pardon, Dominique Mysterio. Le tag est fait pour Luke Gallows. Enfin, pour Karl Anderson, pardon, j'ai du mal, je les confonds à chaque fois. Et là, c'était la partie du match qui m'a le plus plu quand on a eu AJ Styles et Finn Balor, tous les deux, l'un face à l'autre sur le ring. C'était vraiment du catch de très très grande qualité. Finn Balor, dont les commentateurs ont mentionné qu'il était celui qui avait créé le club. Bon, ça pouvait toujours être intéressant à mentionner. Et donc, on va doucement arriver vers la fin du combat. Et donc, où AJ Styles s'est préparé à porter son finisher. Mais Rhea Ripley l'a slamé contre le tablier du ring. Pendant que Finn Balor distrayait l'arbitre. Et donc ainsi, Finn Balor, il a fait un dropkick à AJ Styles dans le coin. Il lui a porté son coup de grâce. Et 1, 2, 3, c'est terminé. À noter, toujours Rhea Ripley, amusante. C'est la partie la plus importante de Judgment Day, presque. Il sera d'ailleurs intéressant de la voir seule quand elle ira sûrement vers un titre championne du monde féminine, donc celui de Bianca Belair à un moment, peut-être à WrestleMania, on verra bien. A noter qu'elle est venue avec la même coupe de cheveux que Beth Phoenix, et même Michael Cole a mentionné que Rhea Ripley l'avait interpellé en backstage pour lui montrer sa coupe de cheveux et lui dire regarde, c'est en hommage à Beth Phoenix. On peut imaginer que dans un futur proche, la catcheuse qui en fait viendra porter l'équivalent du côté du club, enfin aussi, ce sera Beth Phoenix, et on peut aussi imaginer un retour d'Edge de la même manière. Ça ferait peut-être un homme en trop de ce côté-là. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, on verra bien. Et donc au début de la vidéo, si vous vous souvenez bien, j'ai dit qu'il y avait un match qui ne m'intéressait vraiment pas, mais pas du tout. Et donc pour lequel j'avais aucune attente, c'est celui-là. Les deux géants, Omos contre Braun Strowman. Je vais directement lire ce qui est écrit sur Catch News dans la mesure où ça va. Le bon vainqueur, enfin le bon catcheur a gagné, celui que je voulais. Moi personnellement, je voulais pas qu'Omos gagne le match. Pourquoi? Parce que il est juste énorme, très grand, géant, pas de souci. Mais dans le ring, j'ai beaucoup de mal. Même si j'apprécie pas forcément plus Braun Strowman, il est quand même plus respectable dans un ring et il sait beaucoup plus se débrouiller, surtout pour un homme de son gabarit. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le match n'a pas duré extrêmement longtemps, hein. Euh, donc on a Omos qui a repoussé Strowman avec le pied. Et donc voilà, on a eu quelques actions dans le coin. Un body slam par-ci, un power slam par-là. Power slam, non. Juste un power bomb peut-être. Et donc voilà, Strowman qui à la fin a gagné le match en lui faisant le power slam et le compte de 3. Voilà, Braun Strowman le vainqueur. J'ai rien de plus à dire sur ce match, à part que j'ai très peur du moment où Braun Strowman va aller vers le titre de champion du monde incontesté. J'ai pas envie du tout de revoir un Braun Strowman contre Roman Reigns. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas particulièrement parce qu'on l'a vu déjà 50 fois. Alors oui, vous me direz que c'était deux versions différentes de chacun d'entre eux. Un Braun Strowman qui était heel à ce moment-là, un Roman Reigns qui était face, et un face dont beaucoup d'entre nous voulaient le voir différemment. Personnage qu'on a désormais vraiment incontestablement la meilleure version de Roman Reigns qu'on ait jamais eu. Et c'est pour nous faire plaisir.
Et donc comme vous pouvez le voir au résumé, s'en est suivi le match pour les titres incontestés par équipe. Champion du monde par équipe. Un match tag team entre Jimmy et Jay, les Usos et le Brawling Brutes. Les Brawling Brutes. J'ai du mal à mélanger anglais et français. J'aurais peut-être resté que dans une langue. Rich Holland et Butch, que je me méprends souvent à encore appeler Pete Dunne. C'était un bon match de catch, un bon combat de catch. Là, par exemple, on a le fameux spot sur les escaliers où même Rich Holland a pu crier. Ça, c'est pour contrecarrer. Enfin, on peut pas utiliser ce mot-là. C'est par rapport à ce que vous avez fait à Sheamus, puisque dans un épisode de SmackDown, pour écrire, pour sortir, c'est pour ça que j'avais le mot en anglais, write out, pour faire sortir Sheamus de la storyline pendant quelques semaines parce qu'il s'est marié très récemment, la semaine dernière je crois, pour le faire sortir, et les Usos ont littéralement défoncé Sheamus dans un épisode, dans un weekly de SmackDown, sur les escaliers, et donc c'est ce qui s'est passé donc, dans l'autre sens dans ce match. Le match était bon, à la fin du combat, je cite, les Usos font un double splash sur Butch pour le couvrir, mais Holland intervient et brise le compte. Jay relève Butch, et donc là, comme on peut le voir, comme on a pu le voir, parce que ça va tellement vite, j'ai vraiment pas le temps de suivre, on a eu une confrontation entre les deux, les Usos ont pris le contrôle, et je cite, on fait leur cutter du coin pour le compte de 3 sur Butch. Donc les Usos ont gagné le match, c'était quelque chose de plutôt prévisible dans la mesure où c'est pas le moment de les faire perdre. Il va sûrement se passer quelque chose aux séries comme on en a déjà parlé, enfin même si pas beaucoup de monde qui a regardé la vidéo, mais bon, on va sûrement avoir une défaite pour le titre soit ce week-end, enfin vendredi prochain, parce que il est annoncé à la fin du match que les Usos allaient affronter vendredi dans un match, on va dire, de la dernière chance pour le New Day. Ben justement, le New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston pour ce titre, puisque si le New Day perd, les Usos auront dépassé leur règne, la durée de leur règne en tant que champion par équipe, puisque c'est le règne le plus long de l'histoire. Donc voilà, j'imagine que les Usos perdront leur titre à WrestleMania, tout comme Roman Reigns s'il n'est pas parti pour un an de plus, puisqu'on a des rumeurs de lui contre The Rock. En vient l'un des meilleurs matchs de la soirée, le match féminin de Raw pour le titre de championne du monde. Bayley contre Bianca Belair. C'était un match exceptionnel. Là, on voit Bayley qui sort la table. On a eu plusieurs spots dangereux, dont un qui m'a fait peur. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Dans le résumé, c'était à peu près vers cet endroit-là. Voilà, là, j'ai cru qu'elle s'était fait une entorse. Elle m'a worké, moi aussi. Et j'ai eu peur pour elle, parce que j'avais vraiment l'impression que la jambe avait tourné, mais pas du tout. Donc les deux femmes qui se sont échangées un petit peu partout des coups, que ce soit sur les chaises, sur les escaliers. Là par exemple, Bayley qui prend le kendo stick et qui joue comme un jeu où on devait taper avec, quand on était petit, un jeu de société, dès qu'il y avait une taupe qui sortait, on devait taper dessus. Bah là c'était pareil, elle a encloisonné Bianca Belair sur le coin du ring avec les escaliers, littéralement en dessous du tablier, et dès qu'elle voulait sortir, elle se prenait des coups de kendo stick. Là, voilà, elle l'a fait rentrer dans une boîte. Ensuite, s'en est suivi un spot très amusant. Bon, déjà, Bianca Belair qui essaie de porter le KOD. Là, Bayley qui porte un crossface à Bianca Belair, qui se relève encore à 8, je crois. Et là, voilà, c'était un spot très bizarre parce que quand elle s'est ramenée, Bayley, elle allait vraiment à 2 km/h et Bianca Belair a vendu ça comme si elle allait se faire écraser alors qu'elle est restée littéralement 1 seconde et demie sans bouger alors qu'elle la voyait arriver pour ensuite heureusement s'en défaire. Là, Bayley est sur le toit de la voiturette. Le spot a été botché. Le projet, c'était de faire passer Bayley à travers la table directement. Encore une fois, j'ai eu peur qu'elle se soit fait très mal parce qu'elle n'est pas bien tombée, mais bon, ça s'est bien passé pour elle. Du coup, Bianca lui a fait un powerbomb sur la table. Ensuite, Bianca qui a voulu faire son 450 splash sur Bayley et sur des chaises, enfin sur une chaise. Elle était en sandwich entre une chaise et une autre chaise au-dessus d'elle. Et donc là, on en arrive à la fin du match. Bianca Belair qui porte le KOD sur Bayley sur la chaise. Là encore, le spot, elle a dû souffrir. Parce que je pense que le projet, c'était peut-être qu'elle décale la chaise. Mais voilà, Bayley qui donc a perdu ce match après ce KOD. Bianca Belair l'a littéralement encastré entre les deux côtés de l'échelle et dans le coin du ring.
Respect à ces deux femmes, le match était très très bon. C'est sûrement le meilleur des matchs qu'on ait vu d'elles deux. On est au quatrième peut-être. Il y en a eu deux en pay-per-view et un en weekly. Je dis peut-être une bêtise. Bailey a perdu combien de fois en pay-per-view? Non, on est peut-être à 3, un en weekly et c'est le deuxième en pay-per-view. En sachant qu'elles se sont déjà affrontées dans un match à 6 en Écosse. Voilà. On en vient ainsi à la promo de Bray Wyatt qui précède le main event. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais directement lire ce qui s'est passé. Les lumières s'éteignent dans le stade et la porte est sur la scène. Bray Wyatt arrive sur le ring. Il se présente, il dit qu'il y avait des moments où il voulait absolument être connu et reconnu. Il vient d'une famille prestigieuse, d'une famille de catch. Depuis qu'il est un enfant, il a toujours voulu être meilleur que tout le monde. Et là, tout le monde a chanté t'es le meilleur, t'es le meilleur. Wyatt a dit qu'il a fait ce qu'il pensait qu'il devait faire. Il a tellement donné qu'il est devenu un monstre, fameux monstre. Il porte ce masque avec fierté. Et avec le masque, il ne sentait plus la douleur, il n'avait plus peur, il était intouchable. Il était dans le royaume du néant, sur une île seule déserte dans le monstre qu'il a créé. Le monstre l'a détruit et a fait fuir tous ceux qu'il aimait. Donc là, on peut voir la distorsion entre les deux facettes de Bray Wyatt. Il se plaint en disant qu'il était seul, impossible à éviter, les gens ne l'aiment pas, les gens aiment l'idée qu'il représente et ce qu'il peut faire. Et il dit que lui-même ne s'aime pas. Et il a dit « Je suis Bray Wyatt, appelez-moi Bray Wyatt ». Et il s'est fait couper par Uncle Howdy, donc on va dire l'autre facette de lui-même ou une autre personne, un personnage, un membre du Wyatt Six, on ne sait pas trop. Uncle Howdy en tout cas, qui lui rappelle qui lui demande pourquoi il portait un masque. Ça doit faire mal d'être quelque chose qu'on n'est pas. Wyatt peut avoir les gens, en gros ils peuvent tromper les gens, mais il ne pourra pas le tromper. Uncle Howdy il dit à Wyatt tu ne pourras pas me tromper, tu ne pourras pas te moquer de moi. Si les gens apprennent la vérité, est-ce qu'ils vont encore t'aimer? La vérité est que Wyatt ira trop loin. Lorsque Wyatt arrivera à ce moment, il va se rappeler à quel point il se sentait si bien. Wyatt ne doit pas enlever le masque ou lui expliquer le contraire. Voilà. Donc en fait, Uncle Howdy qui veut ramener Wyatt dans le sombre, qui fait comprendre à Wyatt que si les gens savaient qui t'étais vraiment, ils ne t'aimeraient pas. Et donc voilà, c'était encore une promo exceptionnelle. C'était plaisant à voir. Même si c'est difficile à retranscrire derrière pour moi, entre le site internet et le fait que ça aille vite. Là, je vois qu'on est déjà dans le main event, donc voilà. Main event pour le titre de champion du monde universel. Enfin, champion universel, du coup, pas de champion du monde. Champion universel et incontesté. Excusez-moi. C'était vraiment le match de la soirée. Logan Paul, alors, je n'aime pas le personnage. J'aime pas le personnage du tout. Mais respect à lui. Il est un meilleur catcheur que trois quarts des mecs qu'on voit toutes les semaines. C'est incroyable. Il a fait le match de sa vie. Et c'est pas la première fois qu'il vient sur un ring, c'est la troisième. Et à chaque fois qu'il catch, bah, il n'y a pas à dire, hein. Il catch bien, il est bon. Le match a duré plutôt longtemps, on a eu des spots de fou furieux. Voilà, Roman Reigns qui acclame la foule. Enfin, qui fait la foule l'acclamer, le reconnaître, acknowledge him. La foule qui d'ailleurs était très très prise dans le match, même si oui ils avaient tendance à chanter des This is awesome trop facilement par exemple, mais bon ce match là le public on pourra surtout pas lui en vouloir, il était investi. Et donc voilà, on nous avait prévenu qu'il y aurait le frère de Logan Paul et qu'il y aurait les Usos impliqués à un moment. Ça me faisait un peu peur parce que enfin, le match, il était tellement bon que ça m'embête même qu'il y ait eu, qu'il se soit passé des choses, qu'il y ait eu des interventions, etc. Mais regardez-moi ça, le neckbreaker de Logan Paul, il a été incroyable dans les airs. Et là, voilà, le spot, le Superman Punch, et voilà, il lui a mis le Lucky Punch. On a eu deux near fall de Logan Paul sur Roman Reigns, c'était vraiment exceptionnel. Même moi, j'ai cru qu'il y avait possibilité qu'il gagne, alors que vraiment, c'était impossible de base. Et voilà, là, c'est le deuxième near fall. Le premier c'était un Superman Punch et le deuxième c'était justement son fameux coup de poing, le Lucky Punch. Et là Logan Paul qui va voir en gros ses potes au bord du ring prendre un téléphone pour faire en selfie en même temps, enfin en vidéo, se prendre en vidéo en train de porter un splash sur Roman Reigns. Et donc derrière, les Usos qui sont venus voir si Roman Reigns allait bien et qui ont cassé la figure des deux potes de Logan Paul. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'arrivée de Jake Paul, le frère de Logan Paul, qui va mettre un coup de poing aux deux frères. Il va les exploser littéralement jusqu'à ce qu'arrive donc... Qui donc? Alors oui, je vais peut-être un peu vite. Frog Splash, là c'était le troisième near fall. Et qu'est-ce qui arrive? Ben,
Solo Sikoa qui va venir, il va vouloir en découdre avec Jake Paul, et donc les arbitres vont venir intervenir, vouloir les séparer. Logan Paul qui va venir exploser les Usos, avec voilà le Roman Reigns qui passe par derrière et qui lui fait un Superman Punch, inspire 1, 2, 3 et c'est terminé. Respect à ces deux hommes, le show était bon plutôt pour être honnête et le main event n'a pas déçu. Voilà, la Bloodline qui reste forte, le titre qui reste à Roman Reigns, pas de problème. Merci messieurs pour ce combat. Et puis moi je vous dis sûrement à demain pour Monday Night Raw. Je vais sûrement poster la review. Et voilà, prenez soin de vous mesdames et messieurs les amis. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, à la prochaine. Merci à tous et bonne nuit.